deuxième conférence de la matinée, c'est Olivier Soubeyran. Je suis très content d'avoir pu inviter, qui a accepté, qui m'a voulu un peu. Parce que je l'ai relancé, je l'ai fait phosphorer comme il m'a dit. Mais voilà, qui a à mon avis une pensée extrêmement aiguë, intéressante. Et je ne vais pas trop le... Enfin, je vais lui laisser la parole, on a déjà pas mal de retard. Mais géographe, pensée de l'épistémologie de la géographie, de l'aménagement, voilà, professeur des universités à Grenoble, récemment à la retraite. Et donc, voilà, je vous laisse découvrir un petit peu son style et son discours. Merci beaucoup. D'abord, merci à vous de m'avoir invité, parce que, comme tout chercheur, on a des domaines qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, c'est la majorité des domaines, on ne les connaît pas. Et j'avais une vue très caricaturale de ce qu'était le Caire. Et la première des choses, c'est que je vous remercie beaucoup, parce que je me trompais complètement, et c'est très riche, et ça me donne envie d'aller fouiller. Voilà, première chose. Deuxième chose, on a beaucoup de retard, et donc je vais essayer d'abréger, et vous aurez l'entièreté de ce que je comptais vous dire dans une publication à venir. Voilà. Hein ? Une demi-heure. Oui, voilà, bon, on va essayer de faire ça raccourci dans une demi-heure. Je vais... On est toujours écartelé en tant que conférencier entre s'inspirer de ce qui vient de se dire sur la journée, les 2 jours, la dernière conf, et puis arriver avec notre truc tout préparé, paf, et de procéder par un truc très prédictible, au moins pour moi, peut-être pas pour vous. Alors je vais juste rebondir sur quelques réflexions qui ont été faites par notre collègue avant, qui étaient extrêmement riches, de qui j'ai beaucoup appris. D'abord, ça va me dispenser de mettre en connexion, comme si c'était un problème. Pour vous, ça devient une évidence, donc je passe dessus. La question environnementale et puis le Caire. Donc voilà, donc ça c'est fait. La question environnementale, c'est la question fondamentale des conséquences, c'est-à-dire des conséquences non intentionnelles de l'action, et ça pose un certain nombre de problèmes pour la planification. J'y reviendrai peut-être dans un tout petit moment. La seconde chose, c'est que, oui, d'après ce que je comprends, le Caire, il faut l'augmenter, il faut travailler dessus, c'est un monde en soi, il n'y a pas que l'éthique, ça convoque d'autres systèmes de pensée, d'autres systèmes d'action, etc. Et ça renvoie, comme tu l'as dit, Nikos, entre autres à la question de la solidarité, donc au bouquin par exemple de Pablo Servigne et al. Et ce qui est intéressant, c'est que le bouquin de Pablo Servigne, qui s'appelle L'Entraide, un de ses bouquins qui s'appelle L'Entraide, une autre loi de l'évolution, fait référence évidemment à un grand géographe qui s'appelle Kropotkin, qui est un géographe anarchiste, comme quoi on peut être aussi relié à une idéologie. C'est pas incompatible. Ensuite, troisième réflexion, mais justement, pourquoi Kropotkin est resté dans l'ombre à la fois de la géographie, de l'aménagement, se fait toujours avoir. Hein, et c'est ça qui va d'une certaine façon m'intéresser. La troisième chose, c'est que oui, une fois qu'on s'est amusé pendant 2 siècles à saucissonner le monde et à l'instrumentaliser, à foutre des barrières partout, c'est essentiel de dire que tout est relié à tout. Mais en même temps, dans un système, il y a des sous-systèmes. Et la fonction, je dirais presque ontologique de l'aménagement, qui m'intéresse, d'organiser par l'espace la société, c'est de borner, c'est de trouver des découpages. Alors ce découpage, il est peut-être mauvais, il faut le refaire, mais il y a des découpages, il y a des clôtures. Et c'est le sens de ces clôtures, bien sûr, qu'il faut réfléchir. Bien alors, maintenant je reviens à ce que je voulais vous dire un tout petit peu dans mon intervention. Dans le fond, je suis avec vous, c'est-à-dire j'adopte votre point de vue, mais je suis totalement incapable de nourrir cette réflexion sur le Caire. Je suis totalement ignorant.
Par contre, ce qui me paraît intéressant, pour quelqu'un qui bosse en géographie et en aménagement, ce qui me paraît intéressant, c'est de comprendre sur quoi va buter ce Caire, ce monde que vous fabriquez. Parce que c'est un retournement copernicien quasiment que vous proposez. Et ce retournement copernicien, il va buter sur non seulement des systèmes institutionnels, mais des systèmes de pensée qui vont tenter de s'adapter à lui, c'est-à-dire de le métaboliser pour en faire un pétard mouillé. Et donc ce que je vais essayer de comprendre, c'est non pas rejeter du tout l'idée du Caire, mais c'est de savoir comment ce Caire arrive sur un système de pensée en l'occurrence, mais qui a des retombées sur l'action. Un système qui se défend. Et un système qui se défend, quand il est touché à l'os, intentionnellement ou non, il va s'exprimer, disons, en essayant de comprendre, comme les mains dessinantes d'Escher, le fameux bouquin de Morin avec la méthode et ce premier, les mains dessinantes comme ça. Il va s'interroger et essayer de conforter sur comment je produis ce qui me produit en tant que système. D'accord ? S'il s'adapte. S'il s'adapte, et c'est la pleine... C'est un peu ça, c'est-à-dire la pensée aménagiste, la résilience face à l'adaptation au changement climatique. Parce que c'est ce qui m'intéresse. Mais un système qui se défend lorsqu'il est attaqué, un système conceptuel, il ne fait pas que ça, il va aussi essayer de détruire ce qui peut le détruire. Le Caire arrive, ou l'improvisation arrive, comment est-ce qu'il va essayer de délégitimer, de décrédibiliser, de faire que ça devienne innocuiste, de faire que ça devienne neutre. Mais c'est pas tout. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que ces systèmes-là, ils ont l'art d'aller instiller dans la pensée adverse ce qui peut la détruire. C'est-à-dire, comment instiller des ingrédients qui font que cette pensée adverse va s'auto-détruire. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un système immune, c'était le premier système, faire de l'autre un système auto-immune. C'est-à-dire qu'il va détruire ce qui le produit et produire ce qui va le détruire. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais c'est ça l'idée. Donc, je voudrais apporter une modeste contribution, non pas en disant le Caire, ça ne va pas, etc. Oui, le Caire, c'est vachement bien, mais connaissons un peu ce sur quoi ça va atterrir. Et quels sont les lieux, peut-être, où ce Caire risque de se faire neutraliser, détourner, clamer alors qu'il ne se passe plus rien. Enfin, on en fait quelque chose de pas très performant, pas du tout aussi subversif que ce que vous comptez faire dans le fond. C'est ce rapport-là qui m'intéresse. Alors évidemment, j'avais pensé, moi je travaille beaucoup plus sur et là l'intuition de Vincent était bonne, je travaille plus sur les questions d'improvisation. C'est-à-dire que à partir du moment où on est face notamment à cette question environnementale qui est la question de perte de prévisibilité, perte de maîtrise des conséquences de notre action. C'est très fort. Et ça nous... Par contre, il va y avoir des retours de bâton qui vont nous interroger. Ça ruine la capacité d'une pensée planificatrice qui est basée sur l'anticipation, elle-même fondée sur la prévision et le décryptage de l'intentionnalité des acteurs. Et donc, comment faire ? Et de ce côté-là, il me semblait que l'improvisation était une piste intéressante et qui rejoint beaucoup le Caire. Parce que l'improvisation, surtout l'improvisation collective. Alors mon référent c'est la musique, c'est le jazz, et je suis un modeste musicien de jazz et je pratique l'improvisation, je prends toujours des cours, etc. Donc ça me fait réfléchir là-dessus. C'est une discipline de l'action, discipline de l'incertitude,
où le produit n'est pas prémédité, où le processus n'est pas prémédité. Le résultat est imprévisible. L'improvisation suppose l'écoute extrême. Elle n'existe que dans la production collective et de la relation. L'horizontalité plutôt des relations, plutôt que la verticalité. Et surtout, où on est capable de produire des cadres de l'interaction. C'est pas simplement un Gugus qui va faire son solo et puis hop, je pars. Non, c'est quelqu'un qui va poser les notes suffisantes pour faire évoluer le cadre de l'interprétation des autres dans lesquels nous allons improviser. Et c'est un processus en flux perpétuel. Bon, si je traduis ça du point de vue de l'aménagement, ça me semble beaucoup plus intéressant de parler d'improvisation pour comprendre ce qu'est la co-construction, les termes à la mode, mais qui veulent dire quelque chose quand même, hein. La co-construction, le design collectif, la participation des citoyens, qui sont les mots par lesquels maintenant se structure le discours aménagiste. Beaucoup plus performant de parler d'improvisation que de parler à partir de l'autre métaphore fondatrice qui avait fondé l'aménagement, qui est celle de la métaphore du chef d'orchestre, où tout est prévu d'avance, où il y a de l'exécution, enfin bon voilà. Donc pour moi c'est un retournement copernicien, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que l'improvisation c'est une autre alternative, parce que l'improvisation est formidablement dépendante de la planification, puisqu'elle est incompatible. Elle est incompatible parce que, regardez dans votre imaginaire quotidien, le nombre de fois où on dit, les types... Bon, les gilets jaunes, d'abord, ils ne savent pas planifier, ils sont en pleine improvisation. Hein, mais c'est un argument stratégique. Parce que ne pas savoir où va être l'autre, être toujours là où on ne s'y attend pas, ne pas pouvoir prévoir, ne pas pouvoir décrypter l'intentionnalité, c'est-à-dire que, pour moi, les autres improvisent. Peut-être qu'ils ont d'autres stratégies, mais moi, je ne les connais pas. Donc, ils improvisent. Hein. Mais, si vous voulez, l'improvisation, le nombre de fois où on dit cette planification, ce projet a merdé, cette planification, ça ne marche plus, les types sont en pleine improvisation. Quelle dégradation! C'est-à-dire, c'est le signe de l'échec. C'est le signe de l'échec. Et le nombre de fois où on va vous dire, mais attendez, ça s'improvise pas, c'est un métier. C'est intéressant parce que comme s'il ne pouvait pas y avoir de métier de l'improvisation, ce qui est quand même le pain quotidien du jazzman qui improvise. Et je vous garantis que c'est un métier. Vous voyez, donc il y a une contradiction entre l'aspect professionnel, où on doit s'appuyer sur une standardisation qui permet de la méthode, une uniformisation des problèmes, et puis voilà, ce côté soi-disant improvisé. Et si je voulais faire, mais j'aurais pas le temps, mais si je voulais faire montrer au bout par la caricature, mais qui n'en est pas une dans le fond, comment improvisation et planification s'opposent. C'est pour ça qu'il s'agit encore une fois d'un retournement. Hein. Vous voyez, je ferais un petit tableau à double entrée. Il y aurait action intentionnelle, conséquence intentionnelle, ça c'est la planification classique. Action intentionnelle, conséquence non intentionnelle, c'est la découverte de la question environnementale. Ça nous dépasse, ça nous déborde, on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne sait pas comment le cadrer. Il y aurait action non intentionnelle et conséquence intentionnelle. Ouh là là, ça commence à être dangereux. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour l'aménagement ? Oui, ce sont les routines qui sont essentielles pour comprendre à la fois des procédures, mais les mécanismes par lesquels on peut improviser. Hein, c'est l'intégration des routines qui nous permet des performances aussi. C'est pas de les reproduire, c'est l'intégration, c'est complètement différent. C'est l'incarnation. C'est l'incorporalité, je sais pas comment on dit, enfin bon bref. Et puis il y a le dernier carré, action non intentionnelle et conséquences non intentionnelles. Et là, je vous garantis que quand je présentais ça il y a une dizaine d'années à des urbanistes, les mecs éclataient de rire. Parce que comment vous pouvez concevoir l'aménagement, la planification à partir de ce qui définit le n'importe quoisme ?
Eh bien, c'est ça d'être chercheur. Je dis, soit je me plante totalement, soit ça veut dire quelque chose. Et je pense que ça veut dire quelque chose. Je n'aurai pas le temps de le démontrer, mais il y a des théories de la planification qui ne sont pas sans sens vis-à-vis de ce carré-là. Voilà. Et en particulier, il y a l'improvisation. Et l'improvisation, c'est vraiment le retournement entre signe de l'échec et signe de compétence. Hein? Quelqu'un qui improvise bien, il réagit de manière raisonnée par rapport à un contexte en turbulence, si vous voulez, ou un contexte d'incertitude. Et c'est ce qui est le signe de l'incompétence, c'est précisément le fait de demander de la prédictibilité. Ça, c'est le signe de l'incompétence. Bon voilà, vous voyez à partir de quoi on... Donc c'est un retournement copernicien. Donc deuxième point, c'est un retournement copernicien et pourtant on voit de plus en plus émerger des bouquins sur l'improvisation en planification. Je vous conseille 2 livres, peut-être les connaissez-vous, ben, c'est pas tout à fait votre domaine, mais il y a un bouquin qui vient de paraître, Berlin, le génie de l'improvisation. Et puis, il y a un bouquin plus récent que j'ai pas lu. J'ai vu simplement il a été présenté à France Culture sur quand l'Europe improvise. 10 années de politique qui font passer dans le fond des procédures à l'événement, à la gestion de l'événement et des grandes crises. Ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 cas, il y a un renversement, c'est-à-dire que l'improvisation est vue comme quelque chose de positif. Formidable. Mais y compris dans l'interview à France Culture, ce qui est très intéressant, c'est que jamais, à aucun moment, les journalistes ne se sont arrêtés sur la question de l'improvisation. Comme si c'était évident. Ouais, voilà, il y a 20 ans, c'était nullissime de parler d'improvisation en planification. Maintenant, bon, oui, c'est normal. Bon, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ce quelque chose qui ne va pas, c'est que, en étant assimilée, elle perd sa position subversive. Elle perd sa position subversive. Et mon combat, si on peut dire, c'est de dire, et c'est la question centrale que je voulais poser, c'est à quelles conditions cette improvisation, comme le Caire, peuvent préserver leur capacité subversive, leur capacité, non pas d'être acclamés et puis finalement il ne se passe rien, non pas de se présenter tellement brutes qu'ils sont rejetés, c'est inaudible, mais de travailler le système de planification dominant, la pensée dominante. Métaphore, c'est le bon, la brute et le truand. Si vous voulez, le fait bon qui arrive, la vision euphorique de l'improvisation, c'est chouette, mais c'est chouette parce que justement c'est totalement assimilé, ça sert à rien. Donc c'est la SCOUM qui parle de recyclage. On accepte une nouveauté à partir du moment où elle ne change pas les pratiques. Puis il y a l'autre, la brute. C'est l'improvisation qui arrive et qui est rejetée parce que c'est inaudible, c'est trop fort. Et la troisième, justement, qui m'intéresse, c'est le truand, le bon, la brute et le truand, c'est le truand. C'est-à-dire comment c'est suffisamment audible, ça touche des plages de sensibilité, ça veut dire quelque chose, et c'est là où se passe peut-être le basculement progressif qui vont faire que petit à petit, le système va être transformé. C'est ce système truand qui m'intéresse. Et là, vous avez 2 pistes. Vous avez la piste qui consiste à réfléchir et à gagner en robustesse. D'abord, il ne faut pas y aller seul. Si l'improvisation va seule, elle se fait complètement allumer. De même, je pense que si le Caire il va seul, ils sont complètement allumés. Ce qu'il faut, c'est avoir des agencements beaucoup plus complets, complexes, presque rhizomatiques. Par exemple, tout le monde maintenant dit « Ah, il faut faire de l'improvisation ». Mais qu'est-ce que ça veut dire du point de vue du statut de l'erreur ? Et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de notre propension à avoir une société basée sur la culpabilité ? Il faut toujours rechercher un coupable quand on se plante, par exemple, en aménagement. Si on ne pose pas ces aspects rhizomatiques, c'est apparemment des choses qui n'ont pas de lien, on est planté d'avance. Donc ce n'est pas une question de définition, c'est une question de cadrage et de représentation. Donc, 2 pistes, soit confortées, et par exemple les travaux de Claire Tollis sur, je pense, ce qu'elle avait fait dans sa thèse, et puis dans ses travaux ultérieurs, sur l'éthique de la nature, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important.
il va falloir réfléchir. Enfin, bon, alors là, vous aurez ça dans mon petit papier, c'est un peu là. Bon, voilà. Mais la deuxième piste, c'est effectivement comment comprendre cette percolation. Comment comprendre cette percolation. Voilà. Donc, soit je suis parti dans un machin de 2 heures, soit non, j'ai pas le temps. Donc, je vais, pour ça, dans un premier temps, je pense, pour bien vous faire comprendre comment en aménagement peut se poser cette question, je vais partir d'un exemple historique dont je pense qu'il est toujours d'actualité, parce qu'autant dans les années 50, les essais nucléaires concernaient les autres, autant ce que l'on peut en dire maintenant concerne nous-mêmes, par rapport justement à ces possibilités d'effondrement, par rapport à la question d'adaptation au changement climatique qui touche des échelles beaucoup plus grandes et qui nous touche maintenant. Bon, et puis après on verra dans quelle mesure je peux continuer. Exactement, on improvisera. Donc le premier point, est-ce que tu peux faire... Alors ne lisez évidemment pas tout ça, c'est complètement contre-productif. Déjà le titre de mon intervention, ça fait assez sujet de doctorat. Titre de thèse qui n'en finit plus. Il manque plus le cas particulier des je sais pas trop quoi en moyenne montagne. Et ça fait le truc qui n'en finit pas. Bon, voilà, tu passes. Voilà, la question centrale, on passe. L'hypothèse, on passe. Voilà, les antimodèles. Ah, les antimodèles. Les antimodèles, quand même, c'est intéressant, surtout avec Nikos. Non, parce que je sais qu'il... Quoi ? Hélios, pardon. C'est mon deuxième prénom. Ah, je vais beaucoup plus loin que les apparences, c'est génial. Bon, donc, parce qu'il y a un domaine où l'improvisation, ce serait très intéressant, de mon point de vue, d'examiner comment les écoles de management se sont emparés du thème de l'improvisation. Comment ils ont fait leur aggiornamento? Parce qu'avant, le management scientifique, c'était tout sauf l'improvisation. Maintenant, comment est-ce qu'ils en viennent à ça? Quel système de justification, etc. Bon, j'ai traité dans un autre article ce problème-là. Si ça vous amuse, je pourrais donner des coordonnées. Mais en tout cas, c'est pas ce que je veux, moi. C'est pas ce que je veux. Et je pense que le CARE, il y a un attracteur aussi possible, qui est de renforcer cette espèce de cité par projet, dirait Capello et Boltanski. Hein. Ça, j'en veux pas. Bon, c'est là où je suis partisan aussi. Hein, je ne veux pas de ça. Mais c'est efficace. Hein, c'est efficace. Bon, alors, nettoyons. Enfin, enlevons ça. Deuxième piste, on passe. Merci. C'est mon assistant, c'est génial. Mais déjà la conclusion, c'est quand même un peu tôt. Bon, voilà, les essais nucléaires. Ah, bah tiens, je pensais avoir mis des... Bon, tant pis. Alors, c'est bon, tant pis. Bon, voilà, je pense que c'est un exemple qui vous explique d'où je pars et qui fait que le CARE, c'est hyper intéressant. Mais il y a du boulot pour que ça pénètre notre système de pensée, nos institutions. Je parle certainement à des convaincus. Bon, d'où ça vient je pars d'un article d'Olivier Godard qui a écrit un papier tout à fait intéressant dans Nature Sciences Société sur la question d'adaptation au changement climatique, domaine que je travaillais à l'époque, et une réflexion sur l'ambiguïté de cette idée d'adaptation au changement climatique. Vous savez que dans le changement climatique, il y a 2 stratégies, soit l'atténuation, taxe carbone, tout ce que vous voulez, et puis il y a l'adaptation, c'est-à-dire maintenant qu'il est là, qu'est-ce qu'on fait hein? Qu'est-ce qu'on fait avec l'élévation du niveau de la mer? Qu'est-ce qu'on fait avec les populations qui sont directement concernées, etc. Hein? Donc c'est des problèmes d'aménagement du territoire, d'accord? Et Godard s'intéressait justement aux enjeux éthiques et à la question pour parer, par exemple, à l'élévation du niveau de la mer, au trait de côte qui se retirait, donc des centaines chez nous, des milliers chez nous, peut-être des millions au Bangladesh, de gens qui vont se retrouver en situation extrêmement difficile, la stratégie consistant à déplacer carrément les populations. Évidemment, ça vaut mieux déplacer les populations que de les voir se noyer sur place. Et donc, ça concernait surtout un problème que l'on a en adaptation qui est
l'adaptation anticipatrice. Et donc, le problème de la réduction des risques à la source. Voilà la thématique. Le problème de la réduction des risques à la source. Et pour ça, il avait un exemple limite, mais qui, moi, m'a fait phosphorer. Il le tire justement des essais nucléaires, d'un article sur les essais nucléaires dans les îles Marshall qui a eu lieu dans les années 50, où les populations qui ont été touchées par les radiations, on savait qu'il y avait des problèmes de cancer de thyroïde qui risquaient d'advenir. Eh bien, pour pallier à ce risque, on a pratiqué l'ablation de la thyroïde de manière massive. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que pour éviter le problème, on supprime la trace et la possibilité de l'événement. Réduction du risque à la source. C'est extrêmement intéressant, malheureusement pour nous. Évidemment, pour les expérimentateurs, les scientifiques comme les militaires, c'est une réduction du risque à la source. Mais pour les populations, la réduction du risque à la source aurait été plutôt de ne pas être irradié. Donc on voit tout de suite les positions évidemment de domination, rapport de pouvoir, qu'est-ce qui décide, qu'est-ce qu'un rapport de risque à la source, qu'est-ce que c'est que ça. Donc je suis allé fouiller parce que ça m'intéressait. Et je suis tombé sur un petit article que vous pouvez aller voir sur le web qui s'appelle les cobayes les cobayes du docteur Folamour. Et donc cet article parle de cette situation que je vais vous décrire très rapidement, puis après je vais en tirer un certain nombre de conséquences. Bon, dans les années 50, des essais nucléaires avec notamment une bombe 1000 fois supérieure à Hiroshima qui éclate. Les populations ne savent pas ce qui leur arrive, mais littéralement, pour eux c'est le soleil tout d'un coup qui se lève, non pas à l'est, mais à l'ouest, parce que la bombe est claire. Enfin, c'est irreprésentable. C'est irreprésentable. D'accord ? Elles restent là. 3 jours après, on les évacue manu militari. On les réintègre 3 ans après. Mais s'ensuit une série de catastrophes. Dès l'explosion, les gens ont des diarrhées, ont des tas de maladies immédiates, des trucs assez horribles. Et puis il y a les conséquences à moyen terme, des naissances avec des petits monstres, enfin des choses innommables. Et puis des pratiques d'ablation de la thyroïde en masse. Le seul tort que vont reconnaître les Américains, c'est que, évidemment, ça s'est fait sous le vent. Il y a eu un retournement au dernier moment, ce qui n'a pas empêché les décisions de faire quand même l'expérimentation. Inutile de vous dire que depuis des années, ces populations sont touchées. Il y a eu des centaines de morts, il y a eu des milliers de morts en cascade, dont on peut tout de suite dire qu'il y a une séparation entre l'acte et la mort. Ça rappelle des stratégies militaires qu'on a utilisées en Irak. En Irak, c'est bombarder maintenant, day later. Et entre-temps, on bombarde des structures, des réseaux qui vont provoquer des catastrophes environnementales et qui vont faire que, malgré tout, les gens ont toujours le choix, mais c'est des nasses culturelles. Parce qu'avec ces catastrophes environnementales, quoi qu'on fasse, ils vont produire ce qui va les détruire. Donc on tombe, ce qu'on appelle, dans des nasses culturelles. Mais c'est cette distance-là par le temps qui est importante. Bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? D'abord, ce qui me semble intéressant, c'est la question de l'irreprésentabilité. C'est fondamental. Il y a quelque chose qui nous arrive, on ne comprend pas. Mais, ce qui est encore plus dur, c'est qu'on ne part jamais de rien. Les populations qui vont réagir avec ce qu'elles ont l'habitude de comprendre et de connaître. Elles vont aggraver leur cas. Par exemple, elles vont être envahies par des poussières blanches. Mais qu'est-ce que c'est ? Elles vont se laver les cheveux avec, etc. C'était des poussières hautement radioactives, etc. Donc c'est l'irreprésentation.
et elles vont payer cash l'erreur. Ça m'amène au deuxième point, mais cash, c'est-à-dire de leur vie à plus ou moins long terme. Ça m'amène au deuxième point, c'est qu'en aménagement, il faut faire toujours la différence entre expérimentation et expérience. L'expérimentation, c'est plutôt quand on a une hypothèse que l'on veut mettre à l'épreuve. L'expérience, c'est ce que l'on vit. Les populations vont être en état d'expérience. Les militaires vont être en état d'expérimentation. D'une certaine manière, ils vont être aussi en état d'expérience parce que quand vous relisez les archives, dans le fond, ils vont prendre les humains comme du matériel. Il y a des archives à pleurer. Hein. On se retrouve devant des cas absolument très très intéressants. Il y a une désinhibition totale du vocabulaire des militaires et des scientifiques là-dessus. On va suivre des populations qui ont été fortement irradiées de telle façon, on va suivre, etc. D'une certaine manière, c'est aussi une expérience parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver, ils n'ont pas forcément d'hypothèse, mais l'important, et c'est la différence entre expérience et expérimentation, c'est qu'ils ne vont pas subir les conséquences d'un échec. Et là, on rejoint peut-être la formule de Popper, Karl Popper, vraiment, j'imagine que c'est dans l'évolution de la connaissance objective, qui disait mais qu'est-ce qui différencie le croyant d'un scientifique, voire d'un animal? Mettons l'animal et le scientifique, pour être politiquement correct. Elle disait les deux ont des théories. L'animal a des théories engrammées qu'il traduit dans des comportements. S'il commet une erreur par rapport à un environnement qui fluctue, si son adaptation est incorrecte, c'est lui qui crève. Comme les populations, là. Par contre, le savant, c'est sa théorie qui crève, c'est pas lui. Et je pense que ce qui est en train de se jouer à l'heure actuelle, c'est-à-dire, et j'en reviens peut-être à une question de valeur, lorsqu'on ne sait pas ce qui nous arrive, lorsqu'il y a des événements, il y a des effondrements possibles, il y a des catastrophes, il faut agrandir notre boussole éthique. Le vocabulaire de l'aménagement, il est constitué principalement, le vocabulaire éthique, il est constitué principalement de deux axes. Vous êtes victime ou innocent, enfin victime ou responsable, coupable ou innocent. C'est comme ça qu'on présente souvent les choses en aménagement. Pollution, la pollution est responsable de, mais tel type est coupable de ça, ou tel institut, etc. Maintenant, il faut agrandir la boussole éthique. Parce qu'il y aura des sacrifiés, il y aura des gens qui seront ou des territoires qui seront immunes, il y aura Trump ou d'autres, hein. Il y aura des passagers clandestins, non pas au sens des migrants, hein, mais des gens qui profiteront sans participer à un effort collectif. Il y aura des cobayes. Évidemment, c'est pas très politiquement correct, mais il faut composer avec ça. Voilà. Donc, ce rapport entre expérimentation et expérience. Il y a aussi ce rapport de la source à la ressource. Parce que les territoires des îles Marshall, pour les Américains qui faisaient, c'est-à-dire les scientifiques et les militaires qui faisaient ces expériences, c'est plus qu'une source, c'est une ressource, c'est-à-dire l'intégration d'une source qui est la ressource du territoire dans leur système productif. Définition de Jacques Lévy qui est pas mal là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en aménagement, le fait de définir une ressource, c'est ipso facto déqualifier les populations sur lesquelles j'ai identifié ma ressource, puisque eux étaient incapables de l'identifier en tant que ressource. Donc immédiatement, il y a un système de pouvoir qui s'impose à nous, dans le fond. Il y a un arrachement de compétences. Vous savez, c'est sans faire de politique, c'est comme dans les années 50 ou 60, des marxistes convaincus qui allaient faire des stages dans les kibboutz et qui allaient dire, mais dans le fond, ces bédouins, ils sont infoutus de développer le désert. Nous, avec des systèmes appropriés, de modernité appropriée,
on va faire de ces déserts des oasis. Hein. Il y a une déqualification en même temps des gens qui habitent ces territoires. Et c'est là où on peut dire, troisième point, c'est là où on peut dire qu'il y a... La modernité se définit par un monde comme si on pouvait agir dans un monde sans conséquences. C'est-à-dire qu'il faut le borner. On parle, il y a trois principes. Il y a d'abord l'amnésie. On n'a pas souvent entendu parler de ces trucs dans les îles Marshall. Pourtant, c'est un phénomène, ça a duré 12 ans. Il est tombé en moyenne une bombe ennemie d'Hiroshima. Je crois que c'est au moins par mois. C'est gigantesque. Le deuxième point qui là peut rejoindre, je pense, les questions du Caire, c'est le phénomène de l'anesthésie. C'est-à-dire, on peut reconnaître un impact, on peut reconnaître un problème. Toute la question est de savoir quelle importance on lui donne. On peut anesthésier un impact, on peut anesthésier un problème d'environnement. Oui, d'accord, vous avez un lac qui est complètement pollué. Oui, d'accord, vous avez des mecs qui crèvent de faim. Bon, enfin, c'est pas si important que ça, en phase 2. C'est anesthésier le problème. Et l'anesthésie, je pense qu'elle a vraiment à faire avec le Caire, mais évidemment, à contrario. Hein, parce que anesthésier, c'est dans les deux sens. Vous pouvez soulager, rendre indifférent ou soulager la douleur de l'autre, ou vous pouvez faire en sorte que vous êtes indifférent à la douleur de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant. Quand vous êtes à Paris et que vous habitez Neuilly, bon, les types qui sont à Porte de la Chapelle, vous en foutez complètement, c'est en dehors de votre monde. Mais quand vous habitez Porte de la Chapelle ou à Saint-Ouen, eh ben voilà, voir les réfugiés, il y a deux solutions. Enfin, soit vous faites le saut, soit il y a des systèmes d'immunisation par anesthésie, c'est-à-dire vous rendez indifférent à la douleur de l'autre. Par quel mécanisme ? Et je pense que on ne peut pas trop y échapper en aménagement, c'est un vrai problème. Et puis il y a l'amnistie. Donc amnésie, anesthésie et amnistie. Ouais, dans le fond, on reprend tout à zéro, tout le monde est coupable un peu, on reprend. C'est le moment où après une catastrophe naturelle, combien j'en ai vu quand je les ai examinés, où le politique arrivait et disait, bon, alors là c'était le moment de ressaisissement social, on arrivait probablement avec le prêtre, 5 minutes, voilà, bon, d'accord. On arrivait avec le prêtre, on arrivait avec, je ne sais pas trop qui, l'armée, et pour dire, dans le fond, on est tous pareils. Bon, là, vous êtes complètement inondés, mais vous savez, on est dans le même bateau, si je puis dire. Voilà. Donc, c'est l'amnistie. Hein. Cette amnistie, les populations ont été sacrifiées pour le bien public, quoi, dans le fond. Pour le bien de l'humanité, même. D'accord ? Et puis, alors, je vais terminer là-dessus, et j'aurais vraiment pas commencé ma conf, mais c'est pas grave. La troisième idée forte, je pense, c'est le mode d'anticipation. Le mode d'anticipation, vous l'avez clairement là. Vous avez la prévoyance, mais malheureusement, les gens ont été évacués une fois que l'explosion était faite. Donc la prévoyance est un peu foirée. Vous avez la prévention. Je vais donner les pilules de sodium, mais c'était complètement inopérant. C'est trop tard. Et puis vous avez la préemption. Et c'est ce qu'a tenté de faire. Cette idée d'ablation de la thyroïde. C'est-à-dire, la préemption rend inutile la prévention. La prévention rend théoriquement inutile la prévoyance. La différence entre la préemption et la prévention, c'est que la préemption supprime la possibilité même de l'événement. Alors je ne sais pas comment le Caire va pouvoir se débrouiller avec ça, mais c'est ça qui me paraît central. Alors, bon, comment dire ? Bon, je suis très loin d'avoir dit ce que je voulais dire, mais
pour aller directement à la conclusion, dans le fond. Tu peux me mettre à la conclusion, s'il te plaît? La préemption, vous savez, c'est ce qui nous guette. Hein, c'est ce par quoi maintenant il y a un rapport très étroit entre la perception des problèmes environnementaux et la lutte antiterroriste. Hein, alors là, j'ai produit des choses là-dessus, mais c'est très fort. Hein. Un exemple, quand Merkel accueille 1 million de réfugiés, je ne sais pas si elle fait de la prévention, mais quand après il y a un système pour bloquer à l'entrée les migrants par des accords avec la Turquie, et bien là on supprime la possibilité même, d'accord? Alors, pour terminer avec cette histoire de préemption, qui me paraît centrale, vraiment centrale, et je pense qu'on va être de plus en plus plongé devant ce dilemme. La planification, elle est basée normalement sur la capacité à fonder en raison l'anticipation. Cette anticipation, ce qui la fonde elle-même, c'est la capacité à prévoir et à décrypter l'intentionnalité des acteurs. Si, de par les catastrophes, en cascade, regardez les articles du Monde tout à fait récemment, si de par cette élévation du degré de la température à plus de degrés, on perd pied, on ne sait pas ce qui va se passer, il va y avoir des choses, des effets de seuil, des trucs... Bon, on va avoir un très gros problème du point de vue de la prévision et de l'intentionnalité. Question, ou peut-être stratégie, si on ne peut plus fonctionner sur une anticipation basée sur la prévision et le décryptage de l'intentionnalité des acteurs, l'idée c'est de les rendre inutiles. Donc comment est-ce que je peux rendre inutile quelque chose qui était fondamental avant ? Alors, il y a l'idée de l'improvisation, mais qui est quand même très difficile à mettre en œuvre. Mais justement, il y a l'idée de la préemption. Et c'est ça qui nous guette. C'est ça qui nous guette, hein, c'est cette idée de la préemption. Dans un cadre sécuritaire, c'est ça qui nous guette, je pense. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le système, pour en revenir finalement, le système de la pensée planificatrice qui s'adapte, qui a une grosse résilience par rapport à cette injonction d'adaptation au changement climatique, elle essaye de détruire ce qui pourrait la détruire. Ce qui pourrait la détruire, c'est d'essayer de répondre à cette incapacité à anticiper par la prévision et l'intentionnalité en répondant par l'improvisation. Elle répond par la préemption, à l'intérieur d'un cadre sécuritaire. J'aurais des tas d'exemples sur cette matrice, comment elle se débrouille. L'autre aspect, c'est un système se défend, je vous l'ai dit, en instillant chez l'autre ce qu'on appelle un cycle mortifère, enfin ce que j'appelle un cycle mortifère, c'est-à-dire la capacité à détruire ce qui produit ce cycle et à produire ce qui va le détruire. Le système lui-même s'auto-engendrant. Hein. On instille un truc et après ça tourne, comme ça. Alors je pense que un des exemples qui nous fait comprendre comment un système de l'autre, dans lequel on instille un cercle mortifère, peut faire qu'il produit ce qui va le détruire, c'est, par exemple, travailler dans un contexte sécuritaire sur la question de l'immunisation des territoires. Parce que l'immunisation des territoires, dans un contexte sécuritaire, va nous amener à faire comme si on se défendait contre un ennemi. Comme si on se rendait indépendant du comportement des ennemis. De fermeture. Et je dis que ça produit ce qui va nous détruire, parce que cette réflexion sur l'immunité territoriale, elle aurait eu lieu dans les années 75, 80, eh bien, elle aurait été incorporée à une autre représentation, qui est celle d'une écologie politique à la française, avec Dupuy, Jean-Pierre Dupuy, avec Barrel, et avec la complicité d'une personne comme Varela. Et là, c'est tout un autre mode de compréhension de ce qu'est l'autonomie ou l'immunité et l'immunité territoriale.
Alors, je vais terminer maintenant réellement. Ça va, tu m'accordes juste une minute? Ah oui, une minute. Je borne. D'accord. Ah oui, alors c'est pas la dernière version. Tant pis, je sais pas si j'aurai le truc. Oui, je vais la voir. Donc, bon, l'improvisation, elle interroge le care. Je pense que, je vous l'ai dit, pour moi, souvent, le care est vécu, enfin, d'après ce que j'ai vu, mais ça a été largement corrigé, comme une question d'empathie. Mais pour moi, surtout en aménagement, il y a la question de la passibilité, c'est-à-dire la capacité à se faire transformer. Et en jazz, c'est ça, c'est l'écoute qui va transformer ma manière d'agir de manière plus ou moins consciente, plus ou moins intuitive, d'une part. Et c'est pas du tout contraire à l'idée d'autonomie. J'ai vu dans un texte que j'ai bien lu, c'est le seul texte que j'ai lu pour me mettre un peu au courant de cette idée du care, un texte d'Emmanuel Petit, peut-être voilà, c'est très intéressant. Mais il a l'air d'opposer l'autonomie du sujet. Moi, je l'oppose, mais avec ma méconnaissance du care, hein, je ne l'oppose pas du tout. Surtout, par exemple, en improvisation en jazz. Ce qui fait que, en tant que jazzman, vous allez pouvoir écouter, être totalement à l'écoute de l'autre, c'est précisément d'être un musicien autonome. C'est-à-dire de pouvoir se passer de la batterie si elle n'est pas là. C'est-à-dire de pouvoir improviser comme le ferait un batteur. De pouvoir avoir les harmonies comme le connaît le pianiste, de manière à ce que ça devienne totalement incorporé, et donc vous l'oubliez, et maintenant vous êtes à l'écoute des autres. Mais c'est le sujet autonome de ce point de vue-là. Bon. Donc l'importance du contexte sécuritaire, j'ai pas eu le temps de, mais pour moi c'est primordial, et je vous avais ramené un petit truc où il y avait un article dans Le Monde où c'était les méthodes antiterroristes pour protéger la faune en Afrique. C'est un petit truc, si vous voulez. Hein, mais un autre petit truc, quand il y a la catastrophe Katrina, en 2005-2006, rapport du gouvernement fédéral, la première page, c'est, pour Bush Junior, c'est de dire, c'est signé par un type qui s'appelle Peter Townsend, je crois, et qui est le responsable de la lutte contre les catastrophes naturelles et de l'antiterrorisme. Bon. C'est bizarre. Hein, bon, et j'en ai comme ça, hein, j'en ai d'autres, bien entendu. Bon. Oui. Bon, évidemment, j'ai pas eu le temps de vous convaincre, ou plutôt de vous convaincre de mes interrogations. Mais il y a quelque chose, c'est en travaillant ce papier qui m'a, alors peut-être l'avez-vous déjà dépassé, mais fondamentalement, je pense que, et la question environnementale nous le prouve, par la question des conséquences, on s'ouvre sur ce qui nous dépasse, sur les conséquences non intentionnelles de l'action, et donc on va passer du pilotage a priori par le pilotage par les conséquences. Ça veut dire que la planification classique est complètement en contradiction. Enfin, elle est dans une impasse. Bon, elle est dans une impasse, et on ne peut fonctionner que si on met des bordures, et au-delà, ça ne nous concerne pas. Il ne faut pas le voir, et en même temps, ce sont les conditions réelles de faire que l'on peut faire comme si on avait une efficacité en planification. Et de lever le voile, c'est la question environnementale, ça met en péril notre pensée planificatrice. Et il y a des gens qui vont être les cobayes, et il y a des gens qui vont être des sacrifiés, etc. Et ça me renvoie à cette citation de Freud, je ne suis absolument pas psychanalyste, j'y connais rien, mais elle me parle, parce que ça reste dans L'avenir d'une illusion. Il dit « Il est toujours possible d'unir les uns aux autres par les liens de l'amour une plus grande masse d'hommes, à la seule condition qu'il en reste d'autres en dehors d'elle, pour recevoir les coups. » Et on n'a pas fini, je pense, en aménagement, d'être confronté à ce problème. Et pour ne pas terminer sur une note totalement désespérante, parce que je suis plutôt d'un naturel joyeux, dans le fond, et malheureusement la citation n'est pas de moi, mais le care, pour moi, ça ouvre sur une réflexion intense sur, et les questions éthiques en adaptation, il faut faire des sacrifices, sur ce à quoi nous tenons,
qui est lié à ce par quoi nous tenons. Et là, on n'a pas fini. Je veux dire, c'est une question abyssale pour moi, hein, dont les justifications aménagistes sont le millimètre du dessus, quoi. Et cette articulation-là est très difficile, je pense, mais elle est absolument centrale. Ce à quoi on tient, ce par quoi on tient. Merci d'avoir été si patient. Merci.